Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur comment faire un bulletin de salaire, évidemment. Donc le chapitre s'appelle les charges de personnel comme vous le voyez au titre. Cette vidéo va intéresser les gens qui font une formation en comptabilité générale et les personnels qui travaillent dans des entreprises, c'est-à-dire les employés. Alors, cette vidéo aura comme but de vous faire savoir comment maintenir votre niveau de salaire dans un travail, dans un lieu de travail, et qu'est-ce qui impacte, quels sont les facteurs qui influent sur une variation de vos salaires d'une période à l'autre. Évidemment, il y en a des gens qui se confrontent à ces difficultés. Et voilà. Et il y en a aussi dont on tire plus d'impôts sur le revenu. Et voilà, qui ne savent pas comment au moins se diminuer ces impôts. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons essayer de voir ici aujourd'hui. Donc c'est tous les éléments clés, nous allons les détailler ici. Nous allons le faire sous forme de cours pour comprendre, comme le titre a dit aussi, que vous allez comprendre toutes les parties essentielles en 30 minutes. Et voilà. Donc dans notre précédente vidéo, nous allons faire un cas traité, un exemple, un exercice d'application corrigé sur son charge personnel pour mettre les choses en clair. Et voilà, donc sans plus tarder, nous allons aller droit au but. Je vous demande d'abord, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et voilà, donc nous allons commencer par la définition de l'entreprise d'abord pour faire une initiation avant de traiter ce charge personnel. Alors, nous allons lire ensemble. Rappelons la définition de l'entreprise. L'entreprise est une organisation autonome disposant des moyens humains, matériels et financiers qu'elle combine en vue de produire des biens et services destinés à la vente. Alors, à travers cette définition, on va recueillir trois éléments essentiels. L'entreprise combine les moyens humains, les matériels et l'argent, c'est-à-dire le financement, qu'elle combine pour produire quelque chose. Un objectif est ce bien est destiné à la vente. Et voilà. D'où tire l'entreprise ses ressources. Donc ça, c'est la définition de l'entreprise. Donc à travers de cette fonction, cette définition aussi, on a parlé des moyens humains. Donc, alors, à travers cette définition, nous allons s'intéresser, pour les charges de personnel, ça veut dire, nous allons s'intéresser aux moyens humains. L'entreprise pourrait réaliser son activité de production et de vente, oui. Elle utilise le facteur humain, les gens, les personnels de l'entreprise. Ce dernier regroupe le personnel de l'entreprise, on a dit ici. Le personnel met sa force à la disposition de l'entreprise. En contrepartie, reçoit une rémunération appelée salaire. Voilà. Donc, le personnel, le travailleur met sa force à la disposition de l'entreprise, mais en contrepartie, il attend quelque chose de l'entreprise, c'est la rémunération. Cette rémunération est appelée le salaire. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que nous allons essayer de voir, comment vous obtenez votre salaire net. Parce que ça nécessite des traitements. Et maintenant, ces traitements, on va vous montrer comment on traite le salaire. Dorénavant, vous aurez un aperçu et vous aurez des facteurs à agir pour au moins maintenir votre niveau de salaire ou augmenter votre niveau de salaire. Voilà. Donc, les charges de personnel comprennent les rémunérations versées au personnel et les charges sociales patronales à verser aux organismes sociaux, ainsi que les avantages en nature. Donc, cette définition, cela aussi veut dire quoi? Les charges de personnel, quand on dit les charges de personnel, on fait allusion aux rémunérations, c'est-à-dire ce que le patron donne, et le salaire, ce que le salaire net donné aux salariés,
et les charges sociales du patronat. Le patron est appelé à faire des cotisations pour son salarié. Ça, c'est la loi qui dit, comme les accidents de travail, les allocations familiales et aussi d'autres, les régimes généraux et les régimes cadres. Ce sont des cotisations à l'IPS pour garantir la retraite de son travailleur, de son employé. Donc, cela aussi, ce sont des charges personnelles. Et les avantages en nature ici signifient que si vous travaillez dans une entreprise et l'entreprise vous met à la disposition de payer vos loyers, factures d'électricité, le courant, les factures d'électricité, tout ça, on les considère comme des avantages en nature. Donc aussi, fait partie des salaires sociaux qui sont supportés par un employeur. Et le bulletin de salaire, le bulletin de paie ou bulletin de salaire. Donc, on peut appeler bulletin de paie ou bulletin de salaire. C'est la même chose. C'est une pièce, c'est la définition que nous allons donner ici. C'est une pièce justificative qui doit être délivrée par le patron au salarié lors du paiement des rémunérations. Signifie quoi? C'est une pièce justificative. Le bulletin, c'est une pièce justificative qui doit être délivré. C'est obligatoire par le patron à ses salariés. Le paiement de rémunération, ça signifie ça. Voilà. Nous allons essayer de voir un exemple de bulletin de salaire. Cela signifie maintenant nous allons voir les composants, qu'est-ce qui compose votre bulletin de salaire. Tous ces éléments, nous allons voir dans un tableau jusqu'à vous percevoir votre salaire net. Et chaque élément, nous allons le détailler pour que vous puissiez comprendre un peu la notion de chacun de ces éléments. Donc, c'est ça. Tout ce que nous allons voir ici, ce sont les composants de votre salaire, de votre bulletin de paie ou de votre bulletin de salaire. Et voilà. Et restez attentifs parce que ici, nous allons expliquer des choses très intéressantes. Voilà. Le bulletin de salaire se présente comme suit. Donc là, je vais pointer les parties intéressantes. Et voilà, quand on le présente comme ça, vous voyez l'entête ici. C'est le bulletin du mois, le bulletin de paie du mois. Vous mettez le mois du bulletin, le nom et le prénom du personnel. C'est l'entête. Maintenant, ici, vous mettez un tableau gain et retenu. Voilà, les gains, c'est ce que vous gagnez et les retenues, c'est ce qu'on retient sur votre salaire. Ça diminue votre salaire, tout ce que vous allez comprendre ici. Le premier élément, c'est le salaire de base. Le salaire de base, c'est le salaire de référence de l'employé. Donc, il prend sa source au niveau du taux horaire, le taux horaire normal. L'heure normale travaillée par le salarié. Donc, la règle dit que le salarié a des heures normales, donc qu'il faut multiplier par le taux horaire. Maintenant, le taux horaire signifie quoi? Le taux horaire signifie que le montant par lequel le patron est prêt à payer pour une heure travaillée par l'employé. Une heure travaillée, c'est le coût d'une heure. Le coût d'une heure, c'est ce qu'on appelle le taux horaire. Donc, quand on a les heures normales, qu'on multiplie la somme des heures normales du mois, qu'on multiplie par le taux horaire, qu'on nous donne, ce qui nous donne ici le montant du salaire de base. Et voilà. Maintenant, heure de normale, par la loi, la réglementation sociale a dit qu'un individu doit travailler 8 heures par jour. 8 heures par jour, quand vous le multipliez par 5 jours, ça donne 40. Donc, heure normale de la semaine ne peut excéder que 40 heures. Comprenez bien, heure normale ne peut excéder que 40 heures, selon les règlements. Donc, on a 40 heures. Si l'employé a travaillé 40 heures, on ajoute les 40 heures jusqu'à un mois. On a le taux horaire normal. On a l'heure normale multipliée par le taux horaire. Il peut y arriver que le salarié n'a pas travaillé tous les 8 heures par jour. Oui, c'est possible. Donc, il faut prendre les heures travaillées par
l'employeur. Deuxième élément, on a heures supplémentaires. Les heures supplémentaires veut dire que les heures qui ont été effectuées après les heures normales. Donc, après 40 heures, chaque semaine, après 40 heures, toute heure, après 46 heures de travail est supérieur à 40 heures, les heures de supplément s'appellent les heures supplémentaires. À la 41e, à la 49e, à la 48e, on les appelle des heures supplémentaires majorées à 15%. Donc, c'est le taux horaire plus les 15%. Vous calculez. Donc, vous aurez le taux horaire va augmenter parce que vous avez effectué des heures supplémentaires et ces heures supplémentaires doivent être majorées à 15%. Donc, cela veut dire tout simplement que vous augmentez votre taux horaire en 15% encore. Donc, c'est très intéressant. J'ai dit à la 41e heure, à la 48e heure. Cela veut dire 8 heures. Et la majoration pour 15% ne peut aussi excéder à 8 heures. Si le travailleur a effectué des heures plus de 48 heures, 49, plus de 49 à N heures, donc à partir de 49, on majore, la majoration est prise à 40%. Au-delà de 48, toute heure effectuée dans la semaine par l'employeur, on prend une majoration de 40%. Maintenant, en ce qui concerne les jours fériés, il y a des jours fériés qui sont sommés et payés. Vous calculez, vous prenez en compte les jours sommés, vous prenez en compte les 8 heures travaillées par le salarié, même s'il n'a pas travaillé. On a dit que c'est sommé et payé. Et surtout, s'il travaille encore, ces heures seront majorées à 100%. S'ils ont travaillé, ces heures seront majorées à 100% et les jours hebdomadaires aussi. Supposons les dimanches. On travaille le dimanche, la journée, la majoration est de 60%. Si c'est la nuit, la majoration est de 100%. Donc, cela signifie que son taux horaire va augmenter de 100%. Si le taux horaire est égal à 1000 francs, on va considérer ces heures comme 2000 le taux horaire parce que la majoration a augmenté de 100%. Et voilà, ce sont ces étapes à prendre en compte. Les primes imposables sont données. Il y aura une liste des primes imposables que vous devrez faire et distinguer les primes imposables et les primes non imposables. Donc, les primes imposables, cela veut dire que ces primes, l'impôt va tenir sa source. On va tenir en compte de l'impôt sur ces primes. C'est pourquoi on les appelle les primes indemnités imposables. Et voilà, vous aurez ces primes. On va donner une liste des primes pour vous, pour ne pas confondre les primes d'indemnité imposables et les primes non imposables. Par exemple, les primes de panier, il y en a beaucoup de sortes de primes que vous pouvez rencontrer également. Maintenant, les sursalaires. Les sursalaires, c'est ça que le patron décide d'augmenter le salaire du personnel. Donc, cela n'est pas fixe. Ça pourrait varier et peut se varier d'un mois à l'autre. Tout dépend du choix du patron. Et voilà, donc on a ces 4 éléments. Si vous additionnez ces 4 éléments, vous voyez ici, quand vous les additionnez, vous avez un égal ici. Donc, l'égal veut dire que vous allez vous retrouver avec le salaire brut social. Le salaire brut social. En additionnant ces 4 éléments, vous avez le salaire brut social. Avantages, vous allez rajouter les avantages en nature. On a expliqué lors de la définition, lors de l'introduction, que les avantages en nature, que si votre employeur prend en charge de votre location, en charge les frais d'électricité, etc. On les appelle les avantages en nature. Donc, vous les ajoutez au salaire brut social. Après avoir ajouté, vous allez retrouver ce qu'on appelle le salaire brut fiscal. Le salaire brut fiscal, c'est le salaire par lequel l'impôt va donner sa source. C'est le montant qu'on va se référer pour déterminer l'impôt sur le revenu. C'est le montant qu'on doit se référer pour déterminer le montant
de l'impôt sur le revenu et non pas le salaire brut social. Et voilà. Maintenant, nous allons voir les retenues sur salaire. Là, ce sont les retenues sur salaire. La première retenue sur salaire à enregistrer, c'est le régime général. Le régime général, cela veut dire on n'a pas distingué les salariés. Tous les salariés vont cotiser au régime général. Au régime général, c'est la cotisation pour assurer votre retraite. À la retraite, c'est ce montant que vous avez cotisé durant tout au long de votre carrière que vous allez recevoir un peu. Et voilà. C'est ça qu'on appelle le régime général. Tous les employés cotisent. Maintenant, vous mettez ça au niveau de la case des retenues. Vous mettez ça ici. J'ai bien dit que retenu, c'est ce qu'on retient sur votre salaire. On les enlève sur votre salaire. Cela diminue votre salaire. Et voilà. Et vous allez cotiser aussi le régime cadre. Deuxième retenue, vous allez cotiser le régime cadre. Le régime cadre, cela veut dire ce n'est pas tous les employeurs qui doivent cotiser ce régime. Les régimes cadres, ce sont les employés dont leur statut est en cadre. Les employeurs cadres qui doivent payer ça. Et voilà. Le taux est donné, souvent le taux est donné et le plafond aussi est donné. Donc, pour le régime cadre, le plafond est de 1,80 $. Cela signifie que si le salaire brut fiscal dépasse 1,80 $, le plafond, vous prenez 1,80 $. Vous multipliez par le taux de régime cadre. Le taux de régime cadre est égal à 2,4%. Si le salaire brut fiscal n'est pas supérieur à 1,80 $, tant pis, on prend le salaire brut fiscal pour le multiplier par le taux. C'est la même chose que le régime général. Comprenez? Le régime général, le taux est égal à 5,6. Le plafond est égal à 360 000 francs. Alors, si le salaire brut fiscal dépasse 360 000 francs, vous prenez 360 000 francs, vous multipliez par 5,6%. Si c'est inférieur, le salaire brut fiscal est inférieur, tant pis. On prend le montant, on multiplie par le taux de régime général. Troisième que nous allons voir, c'est mutuelle IPM, Institut de prévoyance maladie. Donc là, vous cotisez pour un cas de maladie de la famille. Si quelqu'un est malade, donc l'entreprise tient en compte. Et donc, ça sera payé par l'entreprise. Les frais seront payés par l'entreprise et ainsi de suite. Maintenant, est-ce que quelqu'un soit malade ou pas, vous allez payer ça chaque mois. Et voilà, donc en général, le montant est donné dans l'exercice. Est donné dans l'exercice, souvent donné dans l'exercice. Quatrième, c'est l'impôt sur le revenu. Alors, très intéressant, l'impôt sur le revenu qui tue beaucoup de travailleurs. Maintenant, cet impôt sur le revenu, on a les parts. La règle fiscale a donné des parts, c'est-à-dire on ne peut excéder une part de 5. On ne peut excéder qu'à 5 parts. Maintenant, pour donner les parts, cela veut dire quand vous avez 5 parts, vous payez moins d'impôts. Si vous avez une part, vous payez plus d'impôts. Maintenant, une part, quelqu'un qui a une part, c'est un célibataire qui travaille à une part. Donc, un célibataire qui travaille n'a pas de charge à la maison. Donc, l'État lui dit qu'il a une part. Maintenant, s'il a une part, quand vous regardez, lui, il paye trop d'impôts. Maintenant, si un salarié est marié sans enfant en charge, il a 1,5 parts. Donc, important que le célibataire, il paye moins d'impôts que le célibataire. Si il est marié avec des enfants en charge, la loi dit chaque enfant en charge, moins de 18 ans, est égal à 0,5 parts. Chaque enfant que vous avez 0,5 parts. Donc, l'impôt diminue. Supposons que vous avez 5 enfants. Vous multipliez 5 enfants multiplié par 0,5. Vous avez 2,50. Plus vous êtes marié, plus 1,50, plus 2,50, ça vous donne 4.
vous avez une part de 4. Cela vous permet de diminuer votre impôt que vous devrez payer parce que vous avez des charges à la maison. Et maintenant, vous ne pouvez aussi que comptabiliser que 7 enfants. Au-delà de 7 enfants, ne sera pas pris en compte. Donc, si vous avez plus de 7 enfants, le huitième ne sera pas pris en compte. Parce que chacun de vos enfants est égal à 0,5. Et si vous multipliez les 7 fois 0,5, ça vous donne 3,50. Plus vous êtes marié en 5 ans est égal à 5. Et n'oubliez pas que j'ai dit qu'on ne peut excéder une part de 5. Alors, donc, au-delà de 8 enfants, ne pensez pas que vous allez faire un réduit d'épargne. Non. Et pour un veuve, c'est-à-dire quelqu'un qui est marié mais son mari est décédé sans enfant en charge, est égal à une part, comme le célibataire. Et voilà. Donc, je pense que c'est détaillé et c'est parti. Donc, vous obtenez les parts comme ça, les célibataires, les veuves et mariés. Et voilà, les enfants moins âgés, moins de 18 ans. Et voilà. Et les gens, il y en a des enfants aussi il y en a des gens, des personnes qui sont majeures mais handicap qui sont handicapés, donc vous les prenez en charge, on les prend en charge. Et voilà. Donc ça c'est pour déterminer les IR. Maintenant, si vous avez les IR, chaque part est associée à un montant, un salaire fiscal réduit à un franc inférieur. Voilà. Donc un franc inférieur. Et donc, vous allez l'associer le montant du salaire, de votre salaire au revenu, à l'impôt que vous devrez payer. Et voilà. Donc, la suite, c'est le TRINF. Donc, TRINF, c'est un impôt minimum forfaitaire qu'on appelle. Donc, ceci est payé par les adultes, ce n'est pas les adolescents qui payent ça. Maintenant, le travailleur paye le TRINF, prend en charge le TRINF que pour les adultes de la famille, lui et ses épouses. Si c'est un homme, c'est lui et ses épouses qui vont payer la deux épouses, on les multiplie. Et ce TRINF aussi est donné par le texte en général, par le texte de l'exercice. Et ce TRINF aussi est aussi donné dans le barème de l'impôt sur le revenu, que vous pouvez le retrouver là-bas. Mais le professeur peut changer les données. Donc, vous prenez et vous vous focalisez sur les données de votre exercice. Deuxièmement, encore la suite, c'est avance et acompte versé. Cela veut dire si vous avez fait des avances sur salaire, vous avez pris des avances. Donc, au moment de l'établissement du bulletin de salaire, on va retenir ces avances. Si vous avez fait une avance de 15 000 francs, on enlève les 15 000 francs sous forme de retenue. Et les oppositions saisies arrêtées aussi, ça fonctionne comme des avances ou des découvertes, supposons banquières, supposons. En tout cas, ça se fait au 15 du mois en général. Donc, on a encore autre retenue. Cela veut dire que vous pouvez avoir autre retenue qu'on vous a donné, qui n'est pas ici. Mais en général, tout ce qu'on vous donne, on les a donné ici. Ils sont fréquents sur vos salaires, qui sont fréquents, sont là. Maintenant, si par exemple vous avez d'autres revenus qu'on n'a pas cité ici, vous allez les mettre ici. Mais ce n'est pas très fréquent. Et voilà, vous avez ici la somme, dans ce cas, vous avez la somme des retenues. J'ai écrit ici la somme des retenues. Si vous trouvez la somme de retenues, vous ne ferez que de transférer cette somme dans l'autre case pour mettre avec signe moins. Vous l'avez vu, je l'ai mis avec signe moins la somme des retenues. Et voilà, vous avez ici maintenant le salaire net. Le salaire net, c'est égal à, j'ai donné la formule, est égal à le salaire brut social moins la somme des retenues. Voilà, là, il fallait faire très attention aussi. Il fallait faire très attention, vous ne prenez pas le salaire brut fiscal ici. On le calcule pour pouvoir calculer l'impôt sur le revenu. Ne le prenez pas. Vous prenez le salaire brut social. Parce que là, ce qui est là, c'est en nature.
Voilà, c'est en nature ce qui a donné le fiscal. Donc vous prenez le plus social, vous enlevez la somme des retenues et vous avez ce qu'on appelle le salaire net. C'est ça le salaire net. Maintenant, vous ajoutez ce qu'on appelle les primes et indemnités non imposables. Il y en a des primes qui sont non imposables. Tous les primes qui sont non imposables, vous les mettez ici. Maintenant, le prime de transport qui est fréquent dans des exercices, c'est le prime de transport qui est non imposable. Maintenant, il y a un plafond aussi sur les primes de transport et les primes non imposables. On dit que si ces primes dépassent cette somme, la partie supérieure sera imposable. Écoutez-moi très bien. Si la partie des primes d'indemnité non imposables est supérieure, je dis le montant, c'est 20 800. 20 800, si toute prime indemnité non imposable est supérieure à 20 800, la partie supérieure à 20 800 sera considérée comme une prime imposable. Sera imposable. Donc, on va prendre les 20 800. Si on vous donne les primes de transport avec 20 800, vous le mettez inférieur à 20 800, vous le mettez, mais supérieur à 20 800, vous prenez les 20 800, vous le mettez, et l'autre, c'est imposable, la partie supérieure. Et voilà, donc c'est tout ce que vous devez comprendre ici. Après ça, vous ajoutez ce qu'on appelle le salaire net aux primes et indemnités non imposables. Si vous voulez ajouter, vous avez ce qu'on appelle le net AP. Le net AP, c'est le montant que l'employeur va vous payer, va vous donner un chèque pour vous virer dans votre compte banque. C'est ce que vous allez recevoir comme votre salaire du mois. Alors, donc, vous avez compris comment ça passe. Le bulletin de salaire, on l'établit comme ça dans les entreprises, toutes lieux de travail. Et le travailleur doit vous donner ce bulletin. Vous devrez lire ce bulletin après chaque mois pour voir la variation, qu'est-ce qui a impacté sur votre salaire. Vous pouvez bien le voir ici dans ce bulletin de salaire, car tout est détaillé ici. Si on vous a diminué les primes, si on vous a diminué les salaires, si vous n'avez pas fait pas mal d'heures supplémentaires. Et voilà, donc vous allez comprendre qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas plus de revenus de mois à l'autre. Et voilà, donc c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Nous allons s'arrêter là. Et la prochaine vidéo, comme je dis, je vais faire un exercice d'application pour vous donner un exercice déterminé, faire un exercice typique, faire tout ça. Et voilà. Donc, ça permet, ça vous aide à fixer et ça soit encore plus pédagogique, je pense bien. Et voilà, donc je vous remercie.